Bien, bonjour Loïc. Euh, écoute, ravi de t'avoir sur le podcast. Très heureux d'être là aussi. Merci. Et comme d'habitude, on va prendre quelques minutes pour te présenter ton parcours. On a un lien par l'IMT. Toi, tu as fait les mines de Nancy, tu nous expliqueras ça, puis ton parcours pro et ce que tu fais actuellement. Et puis après, on va attaquer le dur du sujet. Donc je Très t'en bien, prie, présente-toi comme tu le sens. ça marche. Donc moi je m'appelle Loïc Brio, donc effectivement j'ai fait l'école des mines de Nancy, donc moi je viens d'une petite campagne en Haute-Marne, dans le 52. Après j'ai fait ma classe préparatoire à Reims, avant d'aller aux mines de Nancy, où je me suis spécialisé après en informatique, et donc avec un cursus généraliste à la base. Ensuite j'ai travaillé pendant 5 ans à Luxembourg dans une start-up. On travaillait sur des sujets de robotique logicielle. L'objectif était de faire un peu ce qu'on voit aujourd'hui avec les systèmes agentiques qui sont capables d'aller sur Internet pour naviguer sur des pages web, récupérer des documents, analyser les documents. Donc c'était typiquement cette thématique-là, mais il y a presque 10 ans maintenant. Donc c'était avec d'autres outils, avec du web scraping plus classique, du NLP et tout un tas d'outils de classification. Donc ensuite j'ai été travailler à nouveau dans mon ancienne école d'ingénieur, à Mines Nancy, dans ce qu'on a D'accord. dans ce qu'on appelle le Tech Lab, donc une entité sur laquelle on travaille sur différents sujets, notamment de la robotique mobile, donc de la vraie robotique, avec des différents types de robots, des robots quadrupèdes, des robots à roues, des drones aériens. Donc j'ai pu travailler notamment sur les premiers robots quadrupèdes que tout le monde connaît, donc les Boston Dynamics, les robots Spot, les robots chiens jaunes qu'on voit pas mal passer sur Internet. J'ai pu Ouais, travailler avec d'autres ouais. gammes de robots en lien avec tout l'écosystème, on va dire, industriel, donc tout ce qui va être l'intégration de l'IA sur ces robots, comment est-ce qu'ils analysent leurs environnements, toute la typologie des capteurs, des caméras, des lidars, toute la thématique des réseaux, puisqu'à l'école des mines de Nancy a été la première école à investir sur une plateforme 5G industrielle, donc ce qui permet d'avoir cette boucle entre le robot, le capteur, le réseau, et se poser la question de où est-ce qu'on fait Mhm. tourner l'IA, en local, en cloud, sur du edge computing, donc juste derrière l'antenne, plus tout un tas d'autres aspects où j'ai continué de travailler sur les thématiques, on va dire, d'optimisation de processus, pour tout ce qui va être administration, processus papier administratif, et plus la compétente, l'axe, on va dire, pédagogique, puisque j'étais dans une école d'ingénieur, donc il y avait aussi tout l'aspect de comment on inclut sur des bouts de projet des étudiants pour qu'ils puissent monter en compétence sur d'autres sujets. Et donc là, depuis le mois de janvier, je suis à mon compte où je fais des activités de conseil, donc sur tout ce qui va être effectivement l'utilisation de l'automatisation au sens large, que ça soit de l'informatique, de l'IA, d'optimiser les process par le fait de modifier finalement la façon dont c'est fait dans l'entreprise, avec deux gros axes, tout ce qui va être analyse d'images et de vidéos, donc il peut être utilisé aussi bien pour de l'analyse de documents, de l'analyse d'aspects industriels, de l'analyse de processus, et tout ce qui peut être, j'en parle un petit peu tout à l'heure, de la génération de documents au sens large pour des entités publiques. Et je travaille notamment sur un projet en ce moment sur la création de documents assez atypiques, puisque ce sont des histoires pour enfants. Donc l'idée c'est de faire un Wikipédia sous forme d'histoire, et en fait tout l'intérêt derrière pour moi c'est de pouvoir tester tout ce qui va être l'IA générative au sens large, la génération de texte, la génération d'images, la génération de vidéos, avec en tête le fait que une histoire pour enfants c'est un document comme un autre, et à partir du moment où on a euh, abstrait la structure hiérarchique de ce document, en fait ça revient à un contrat bancaire, ça revient à de la documentation d'entreprise, ça revient à un article de presse. Voilà, la question c'est comment est-ce qu'on arrive à partir de certains inputs à générer des documents multimodaux qui peuvent être du texte, qui peuvent être des images, qui peuvent être de la vidéo, et avec toute la réflexion derrière de comment est-ce qu'on inclut et l'humain et l'IA, parce que j'ai une conviction assez forte, c'est que l'humain plus l'IA c'est supérieur à l'IA et que l'humain plus l'IA c'est supérieur à l'humain. Voilà. Mhm, mhm, mhm. Il y a toute cette question-là derrière sur comment est-ce qu'on arrive à mettre en synergie ces deux types d'intelligence, parce qu'il y a quand même
de l'intelligence dans l'intelligence artificielle, pas au sens où on l'entend, mais il y a quand même des choses très pertinentes. Il y a de l'intelligence humaine également qui permet de faire des choses extrêmement créatives, mais c'est deux intelligences qui sont très différentes, qui fonctionnent pas de la même façon. Et il faut être en capacité de mettre des interfaces, ce qu'on appelle un peu dans le domaine de la robotique, des interfaces homme-machine, qui permettent pour ces deux mondes de communiquer. C'est pour ça que moi j'aime bien parler de robotique physique et de robotique logicielle. Le mot IA est un mot que j'aime pas trop, même il est à la mode. Mais voilà, l'objectif finalement avec tout l'aspect automatisation IA, c'est de retirer le côté robotique qu'un humain va faire dans une tâche. Et aujourd'hui, c'est sur le côté logiciel. Voilà. Donc je préfère utiliser ce terme-là. C'est marrant, tu parlais d'agents, moi c'est des choses que j'entendais, je suis un vieux machin, hein, c'est pour ça que je peux parler comme ça. C'était vers 99-2000 où Internet a commencé à se diffuser. Un peu c'était le début de la DSL, on n'était pas encore avant au moment de la fibre. Et on disait oui, bientôt on va avoir des agents autonomes qui vont parcourir Internet. Puis j'en ai plus entendu parler. Et finalement, avec les agents, on revoit un petit peu ça. C'est un petit peu ce que tu évoques. J'aurais peut-être une première question parce que c'est en mot valise et une définition pour comment tu définirais l'intelligence artificielle? Un mot valise. Ou pour toi, qu'est-ce que c'est, quoi, voilà. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est pour moi plus un mot médiatique qui permet d'enclencher une mode, plus qu'un concept de base. On va aller sur des concepts techniques, on va parler plutôt de machine learning, de deep learning, qui sont des choses sur lesquelles on arrive un peu mieux à classifier. Ensuite, il y a différents types d'IA, si on parle d'intelligence artificielle. L'IA, c'est pas sorti avec ChatGPT en 2022, hein, il y en avait bien avant. Et aujourd'hui, la métaphore que j'aime bien donner sur le côté IA, on en avait déjà un peu parlé, mais c'est voilà, c'est comme si toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de l'automobile étaient appelées experts voiture. Je suis un garagiste, je suis expert voiture, je suis carrossier, je suis expert voiture, je suis chauffeur de taxi, je suis expert voiture, je suis pilote de Formule 1, je suis expert voiture, je suis expert R&D dans les types d'engrenages qu'on peut utiliser dans les boîtes de vitesse, dans une grosse usine de fabrication de voitures, je suis expert voiture. Euh, voilà, c'est comme si on ramenait toutes ces spécialités-là à un seul mot, à un seul nom de métier, expert IA, alors qu'en fait l'IA c'est plein de choses. Il y a plein de domaines d'expertise, il y a le fait de l'insérer dans l'entreprise, il y a le fait de la développer de façon théorique, de façon pragmatique, efficiente. Ensuite, il y a plein de déclinaisons différentes, puisque je le disais tout à l'heure, il y a une vraie question sur comment est-ce que les personnes utilisent ces outils. Et entre un enfant qui va avoir 10 ans, un spécialiste qui travaille dans le domaine de la banque et qui est sur son ordinateur constamment sur son poste de travail, ou un technicien dans une usine qui est jamais sur un ordinateur, on va pas avoir les mêmes interfaces pour Mmh. peut-être que c'est le même modèle d'IA derrière, mais c'est pas la même façon de travailler. Et donc il y a toute cette thématique-là, il y a toute cette richesse-là qui fait que le mot IA, d'autant plus quand on l'utilise au singulier, ne veut pas dire grand-chose. Par contre, aujourd'hui, c'est plus un terme qui est utilisé dans le sens de on veut faire de l'automatisation, on veut faire de la performance. Donc après, c'est tout un tas de questions sur qu'est-ce qu'on appelle la performance. Est-ce que c'est de la performance financière? Est-ce que c'est de la performance économique? Est-ce que c'est de la performance en termes de qualité, en termes de sécurité pour les agents? Voilà, on veut avoir moins d'accidents de travail, donc il y a tout un tas de critères qu'on peut mettre derrière la performance. Mais aujourd'hui, voilà, c'est plutôt un mot valise qu'on va utiliser pour ça, plus qu'un aspect technique, sur lequel il y a tout un tas de modèles et de typologies de modèles qui sont utilisés entre le machine learning, le deep learning, mais qui ont chacun leur thématique. Et peut-être la petite différence, donc tout ce qui est machine learning, deep learning par rapport à l'informatique plus classique, c'est qu'on sort un petit peu du cadre algorithmique qui va être relativement déterministe et on rentre dans un monde un peu plus probabiliste, statistique. C'est-à-dire Mmh. que on n'est plus simplement uniquement dans de l'aspect, on va dire, très séquentiel, très algorithmique, voilà, où 1 plus 1 égale 2. Voilà, ça, l'ordinateur sait le faire et a priori, il y a peu de chances qu'il se trompe. Quand je commence à rentrer dans des aspects un peu plus statistiques, probabilistes, j'ai toute cette logique-là qui doit rentrer dans mon cadre de développement informatique. Donc voilà, on peut rajouter cette logique-là par rapport au mot informatique de base et l'IA, mais aujourd'hui, finalement, on utilise presque des fois le mot IA pour de l'informatique de base.
C'est un point qui est intéressant. On va passer rapidement dessus, mais justement ce côté probabiliste où il y a, mis à part les bugs, hein, en principe, l'informatique, effectivement, on rentre en résultat et on a toujours la même sortie, mis à part les bugs. Et là, on a quelque chose dans un réseau neuronal qui se passe, et ce qui est magique dans certains cas, mais qui pose des problèmes dans d'autres cas parce qu'on n'est pas capable d'expliquer comment on passe de l'un à l'autre. On sait pas, où il y a une telle complexité qu'on n'est pas capable de savoir le chemin que ça a pris. Oui, alors il y a toute la partie de l'explicabilité, mais c'est quelque chose qui est pas si problématique que ça quand on fait des sciences, en tout cas qu'on a l'habitude de ça, ou même des sciences dures ou des sciences molles, hein. En économie, on aime bien parler d'agents économiques rationnels. Bon, on est tous sauf rationnels, donc il y a toujours Ouais, une ouais, part ouais. de probabilité. En physique, la physique quantique est tout sauf rationnelle. Il y a un Mhm. vrai aspect probabiliste dans tout ce qui se passe, donc c'est pas la première fois que le cerveau humain doit faire face effectivement à ces aspects un peu probabilistes sur lesquels on peut avoir des choses qui vont donner un résultat A 10 fois et un résultat B la 11e fois. Mhm. Par contre, ça change un petit peu la logique de programmation informatique, même si finalement la programmation informatique est utilisée depuis longtemps déjà pour modéliser des qui sont purement probabilistes. Donc c'est pas non plus la première fois que les informaticiens sont basés là-dessus. Quand on travaille sur de la simulation, encore une fois dans le domaine du quantique, on est habitué à manipuler ces outils probabilistes. Par contre, ça apporte effectivement derrière sur cette utilisation là-dessus d'autres logiques qui sont pas forcément la logique du développement d'une application web, par exemple. Pour revenir à ce que tu fais actuellement, et effectivement, moi je suis plus dans le software, et puis l'organisation, du tout moi personnellement dans la robotique. Du coup, ça m'intéresse d'aller creuser un peu ce que tu fais. Alors pas forcément les choses un peu spectaculaires autour de, c'était comme Boyton Robotics, Boston Dynamics, ouais. Boston Dynamics, pardon, j'écorche le nom. Et parce que là, on est plus sur de la recherche, de la démonstration. Est-ce que tu aurais des exemples à donner de choses que tu as vues plus dans l'industrie? Ça commence à arriver malgré tout dans l'industrie, alors ça prend son temps, mais aujourd'hui, si on veut, la robotique est pas nouveau, hein, je veux dire, Oui, ça. des chaînes de montage robotisées, il y en a depuis des dizaines d'années, et c'est pas quelque chose de totalement nouveau. La différence, c'est que la plupart de ces chaînes de montage, elles vont évoluer dans un environnement qui est connu pour une tâche précise. Mhm, Je dois prendre cette pièce de carrosserie de voiture, je la prends à tel endroit de telle façon et je la positionne sur ma carcasse de voiture à tel endroit et de telle façon. Et je m'assure pour dans l'environnement, il n'y ait pas d'humain si je veux avoir de la cadence. Et si jamais j'ai des possibilités sur le fait que c'est assez compliqué pour la machine de savoir où la pièce doit être précisément placée, en fait j'ai un humain à côté, donc c'est ce qu'on appelle de la robotique collaborative, des cobots. Voilà, donc c'est le fait de pouvoir collaborer avec nos robots. Voilà, donc ça c'est les choses qui sont finalement classiques et qui existent depuis longtemps. Là, le développement qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on va appeler de la robotique autonome, ou de la robotique mobile, mhm. des robots qui vont se déplacer et qui vont être capables d'analyser un environnement qui est moins standardisé. Je vais pas dire qu'il n'est pas du tout standardisé, euh, mais en tout cas qu'il l'est moins. On rentre un petit peu dans la même logique finalement que les voitures autonomes, dans la même gamme. Et l'évolution majeure qu'on voit aujourd'hui, c'est que pour travailler sur ce type de robot, on n'a plus besoin d'être roboticien. Dans le sens être capable de faire du contrôle moteur, de comprendre toute la partie électronique, parce qu'on commence à être sur des robots relativement haut niveau, où la programmation va se faire un petit peu comme si je déplaçais quelqu'un dans un jeu vidéo. Je suis d'un point A, je veux aller à un point B. Et aujourd'hui, quand on travaille sur ce type de robot, on n'a plus besoin de parler directement avec le moteur. C'est le robot qui fait sa tambouille. Par contre, on va devoir lui expliquer ce qu'on veut qu'il fasse. De la même façon que D'accord, dans un ouais, jeu ouais. vidéo, quand j'appuie sur mon joystick, que ce soit un vrai joystick ou un joystick virtuel, hein, si jamais je veux Mhm. avoir un personnage qui est automatisé directement dans mon jeu, je ne vais pas contrôler chacun de ses mouvements de jambes. Ouais, C'est déjà contrôlé dans le moteur du jeu.
Au niveau de la robotique mobile, on commence à arriver à ce niveau-là, que ce soit sur la robotique quadrupède, la robotique à roues, même de la robotique humanoïde, où les robots savent se déplacer et savent faire un certain nombre d'actions, collecter de la donnée avec une caméra, récupérer un objet avec une pince, avec son bras si je suis un robot humanoïde. Et donc on commence à se concentrer beaucoup plus sur de la logique de cas d'usage que sur de la logique d'implémentation robotique. Mhm. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des problématiques spécifiques, hein, puisqu'on est un robot dans le vrai monde qui peut interagir avec des humains, qui peut avoir des problématiques de coupure réseau, qui a une problématique de coût. Quel robot, à quel endroit, pour quel usage. Donc il y a tout un tas de questions derrière qui se posent. Mais le grand cap qui a été franchi avec ces nouvelles générations de robots, c'est vraiment sur le fait qu'on est sur de la programmation beaucoup plus haut niveau qu'il y a encore quelques années. Voilà. Où finalement un développeur a plus besoin d'interagir avec les moteurs. Ça, c'est des choses qu'on voit, alors c'est pas du grand public, mais qu'on entend parler depuis déjà un petit moment sur du militaire en particulier. Alors, il y a du militaire, mais pas que, hein. Par exemple, Boston Dynamics, eux, ont une philosophie anti-usage militaire. D'accord. Et ça va être quel type d'application Alors, ça va être beaucoup de l'industrie, ça va être, en gros, de toute façon, sur la robotique mobile, il y a deux grands cas d'usage, hein. Il y a tout ce qui va être aller dans des endroits dangereux pour l'homme. Donc là, Oui. on préfère que le robot aille plutôt que moi. Voilà, en tout cas, je préfère que ce soit le Du robot qui nucléaire, aille. par exemple, quoi. Du nucléaire, par exemple, Où c'est exposé. un souterrain avec de l'atmosphère chimique, un bâtiment avec un risque d'éboulement, un départ de feu pour les pompiers, un risque d'explosif, voilà. Donc tous ces endroits où je préfère que ce soit le robot qui y aille plutôt que moi, ou si je suis un peu casse-cou, que ma maman ou mon papa préfèrent que ce soit le robot qui y aille plutôt que moi. Donc ça c'est le premier cas d'usage. Et le deuxième, ça va être aller dans tout ce qui va être automatisation de tâches répétitives où je dois déplacer un capteur, je dois collecter de l'information de façon répétitive et récurrente sans que j'ai une énorme valeur ajoutée. Et à ce moment-là, une des questions, ça peut être plutôt que ça soit un opérateur humain qui se déplace et qui prenne son capteur et qui le fasse avancer d'un mètre, 2 mètres, 3 mètres et qui répète ça tous les jours ou une fois par semaine, ben c'est un robot qui a le capteur et qui va faire les mesures. Oui, et puis surtout dans des environnements où comme tu disais, tu peux perdre la connexion et il faut qu'il puisse continuer à opérer et au lieu de rester figé parce qu'il n'y a plus de connexion, je vais à gauche ou à droite, quoi. Ouais, exactement. Et donc après, ça permet aussi d'avoir plein de cas d'usage. Je suis sur des cas d'usage très très génériques. Ça peut être tout ce qui peut être de la maintenance prédictive, c'est-à-dire que plutôt que de mettre des capteurs partout, en fait, je vais mettre un capteur qui se déplace dans mon usine. Mhm. Voilà, donc ça peut être un premier exemple. Tout ce qui va être de la collecte d'informations sur est-ce que j'ai des déformations au niveau de mon bâtiment ou de ma galerie souterraine. Voilà, est-ce que des process de sécurité, est-ce que mes procédures de sécurité sont bien respectées? Est-ce que les extincteurs sont bien accessibles? Enfin voilà, on peut imaginer tout un tas de choses autour de ça. Les problématiques d'inventaire, où est positionné tel objet dans mon entrepôt, etc. Parce que quand on est un industriel et qu'on manipule des petits ou des gros objets, très souvent, bah, des fois, c'est pas toujours évident de savoir exactement où est-ce qu'ils sont présents dans mon entrepôt. Et donc, il y a des vraies thématiques là-dessus où, de temps en temps, ils sont obligés de refaire des inventaires ponctuels manuels. Plus derrière tout ce qu'on peut voir qui aujourd'hui est encore un peu science-fiction mais qui arrivera dans les prochaines années, avec des robots humanoïdes ou des robots quadrupèdes ou à roues qui interagissent dans un environnement d'usine pour faire des tâches. On le voit déjà un petit peu dans tout ce qui va être la logistique. Je pense à des boîtes comme Amazon. Amazon ou Exotech à Lille, qui est peut-être une boîte que tu connais, Ouais, ouais, ouais. avec leurs robots qui sont capables de se déplacer en 3D sur le sol ou entre des rayonnages pour aller récupérer des objets, justement pour tout ce qui va être le e-commerce, pour pouvoir gagner en termes d'efficacité, pour trouver à quel endroit se trouve l'objet que je dois envoyer à mon client. C'est là que tu as besoin d'intelligence artificielle pour traiter l'information qui vient des différents capteurs, que ce soit des caméras, etc. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va avoir, soit je suis dans une logique extrêmement standard, donc ce qui était le cas de la robotique jusque-là, on va dire dans une usine, mon robot se déplace exactement de telle façon, la pièce arrive toujours de la même façon, et je viens la positionner toujours de la même façon.
Voilà, voilà, à la C'est le limite. taylorisme avec le Voilà. robot, quoi. C'est ça. À la limite, je mets un tout petit peu de variation, donc avec un peu, sans forcément faire d'IA, mais avec des algorithmes de computer vision qui vont pouvoir analyser un petit peu de l'image pour essayer de regarder comment se positionne la pièce. Voilà. Donc je peux Mhm. faire des choses de ce type-là qui sont très efficaces, mais qui vont être dans un environnement extrêmement standardisé et sur lequel la moindre perturbation peut venir perturber le fonctionnement. Si maintenant je suis dans un environnement qui peut bouger parce que j'ai des véhicules qui peuvent se déplacer, je peux potentiellement avoir des portes fermées, je peux avoir besoin d'évoluer dans différents bâtiments sans avoir envie de recoder à chaque fois l'entièreté de tout ce que j'ai pu faire. Là, effectivement, je vais avoir besoin de comprendre mon environnement, d'analyser. Un truc bête, qu'est-ce qui est un obstacle? Qu'est-ce que je fais quand je rencontre un mur? Qu'est-ce que je fais quand je rencontre un humain? S'il y a un humain qui se déplace vers moi, est-ce que je continue d'avancer ou est-ce que j'attends que l'humain passe pour continuer de me déplacer? Il y a toute cette logique aussi qui, là, en plus, va dépendre de l'industrie et de ce que l'entreprise veut faire derrière, mais comment j'interagis avec mon environnement. Ça dépend si tu veux réduire les effectifs ou pas. Voilà, non mais Tire de si à l'humain, tu fonces. voilà, non mais ça peut être. Je suis pas sûr que ça soit un critère de performance, mais ça va dépendre beaucoup effectivement déjà si je suis dans un environnement uniquement avec des robots, ou avec robots plus quelques humains, ou Ouais. avec robots avec beaucoup d'humains. Parce que on va pas avoir les mêmes problématiques. Ça va dépendre de la taille du robot, de la vitesse à laquelle il se déplace, etc. Donc il y a toute cette logique-là qui revient toujours sur l'interaction homme-machine. Donc là, on parle pas forcément en termes d'interface, mais en termes d'action. Mais on revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'IA, sur le fait qu'on a sur des robots, des agents autonomes qui doivent interagir avec des humains. Et il y a déjà toute une question de comment je veux que ce robot, qui a un tel fonctionnement, interagisse dans mon organisation. Et la question, les réponses qu'on apportera ne seront pas forcément les mêmes d'une organisation à l'autre. D'accord, d'accord. Ouais, c'est marrant. L'interaction que tu mentionnes avec les humains, ça me fait penser à un cas qui était assez ancien et qui finalement comment fait pas mal écho à des choses qu'on voit aujourd'hui. C'était des lits d'hôpitaux pour transporter les malades d'un endroit à un autre qui avaient été robotisés. On disait bon voilà, tu vas à telle salle d'opération, telle chambre, et puis il savait son chemin tout seul. Et c'était tellement performant que ça allait assez vite. Il était capable de freiner en 30 centimètres. D'accord. Le problème, c'est que les gens en face étaient effrayés parce qu'ils voyaient le lit foncer sur eux. Et même si techniquement ils s'arrêtaient en 30 centimètres, en fait, ils avaient dû prévoir plus de distance, aller moins vite, etc. Parce que ça faisait peur aux gens dans les couloirs, quoi. Non Même mais, si il n'y avait pas de danger, mais non mais on est vraiment sur cette c'était logique-là. assez intéressant. Oui, bien sûr, on est vraiment sur cette logique-là, d'autant plus quand on a maintenant des robots qui ressemblent à des robots chiens. C'est-à-dire Hum, qu'on va hum. avoir tout l'aspect science-fiction derrière, on va imaginer qu'il y a une conscience, qu'il y a tout un tas de choses. Non, mais il y a un vrai aspect sur comment, et ce qui est aussi le cas en partie avec l'IA, hein, c'est pour ça que ça fascine autant que ça effraie. Il y a tout ce côté d'imaginaire, qui est pas totalement faux, hein. On est sur des systèmes qui sont de plus en plus autonomes, mais qui est pas totalement vrai non plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore sur quelque chose en mode Terminator qui a une conscience et qui a un but caché pour l'humanité. Mais il y a toute cette logique-là de comment est-ce qu'on vulgarise, comment est-ce qu'on amène ces technologies-là à différents publics qui sont plus ou moins adaptés, qui ont été plus ou moins évangélisés, qui sont plus ou moins effrayés, et souvent à raison, hein, sur comment est-ce qu'on va interagir, est-ce que ça va remplacer mon travail, est-ce que ça va m'aider, est-ce que ça va être une contrainte, et c'est encore un délire d'ingénieur qui vient avec un nouveau jouet, mais ça va absolument pas m'être utile. Donc il y a toutes ces questions-là qui, elles, sont purement humaines dans le fait d'amener ces technologies, qu'on retrouvait déjà dans de l'informatique classique, mais qui sont encore plus mises en avant et prégnantes avec ce type d'usage sur lequel on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, on a un fonctionnement en plus qui est probabiliste et sur lequel c'est compliqué d'expliquer exactement ce qui se passe. Oui. Et aujourd'hui, tu travailles avec des industriels, c'est ça? Ouais, donc des industriels, ça peut être des entités publiques, ça peut être des associations, donc sur des domaines
très variés. Ça peut être sur la gestion de masse documentaire. Je peux aider des gens dans des domaines, on va dire, plus sociétal. Je travaille par exemple avec une association qui travaille avec des enfants autistes et polyhandicapés pour les aider sur tout ce qui peut être des aspects de recherche. Donc, ils utilisent beaucoup la robotique et le numérique pour regarder comment ça peut interagir avec ce public à besoins particuliers. Ça peut être de l'industrie beaucoup plus lourde, des discussions avec des gens, par exemple aussi typologie plus armée. J'ai travaillé à l'époque avec l'armée de l'air, par exemple. Donc il y a tout un tas de thématiques derrière qui vont aussi bien de la partie automatisation logicielle, IA, tout ce qui peut être agentique, mais des fois il n'y a pas besoin d'aller sur les dernières technos, hein. On se rend compte qu'il y a déjà tout un tas de choses qu'on peut faire avec des technos qui ont des fois 10 ou 15 ans, mais où, notamment pour la mise en place de POC ou de MVP, en fonction de comment on veut l'appeler, l'IA générative permet des gains de temps assez astronomiques, parce que le coût de la ligne de code est en train de décroître. Aujourd'hui, un développeur qui doit développer une application avec une IA générative à côté du type ChatGPT, Claude, Gemini, va beaucoup plus vite qu'un développeur qui ne l'utilise pas. Oui, oui, Je oui. précise bien, pour développer un POC. Je garantis pas qu'une banque qui ait des dizaines de millions de codes en COBOL gagne du temps à utiliser l'IA générative, peut-être, mais en tout cas, il y a tout un tas d'aspects derrière en termes de gestion de son environnement, de s'assurer qu'on n'a pas introduit des bugs ou des régressions, qui est pas si évident dans un écosystème avec une base de code existante et qui est assez volumineuse. Mais pour tout ce qui est la création de nouveaux POC, de nouvelles idées, pour tester vraiment des idées un peu innovantes pour faire gagner du temps, le coût de la ligne de code a beaucoup, beaucoup, beaucoup baissé. Ouais. Je sais qu'il y a des choses qui se mettent en place. C'est pas des grands secrets, mais voilà, sur des grandes entreprises qui ont acheté des GPU pour effectivement aider. Moi, ça me fait penser à ce qu'on a connu. Je vais encore faire mon vieux machin, mais moi, quand j'ai commencé l'informatique, on codait à la main chaque ligne. Et puis, au milieu des années 90, quelque chose comme ça, on a eu les AGL, Mhm, où déjà on décrivait avec des objets l'interface graphique et ça générait déjà tout le code mhm. de l'interface graphique. Et puis petit à petit, des outils qui vont générer une partie du code, quoi. On va donner l'architecture. Et puis et après on va coder que les choses qui sont spécifiques ou voilà un peu trop compliquées à faire automatiquement. Et ce qu'on voit avec ces outils basés sur l'IA, ça me fait vraiment penser à ça. Oui, bah, On ça, va c'est, avoir mettre l'architecture et il y a tout un pan où ça peut être des fonctions, etc. Ou mettre en place quelque chose un petit peu global et ça va beaucoup accélérer le travail du développeur, quoi. ça accélère le travail du développeur à partir du moment où on reste en maîtrise. Euh, Parce que derrière, il y a toutes les questions de cybersécurité, c'est-à-dire que voilà, ça accélère le développement de mon code, mais si je n'ai pas la maîtrise de toutes les lignes de code que j'ai produites, c'est là où j'introduis beaucoup de failles cyber. C'est pour ça que je précise que ça baisse très clairement le coût de la ligne de code pour du POC et du MVP. C'est pas forcément le cas pour tous les projets informatiques, parce que derrière, effectivement, ça va peut-être baisser le coût de la ligne de code pour mon projet, si je suis pour citer des boîtes de la défense, Dassault Systèmes, Safran ou autre. Bon, Thales, j'ai pas forcément envie d'introduire non plus des failles de sécurité. Donc derrière, il y a tout un tas de questions et j'ai pas forcément non plus envie que ma base de code parte à ChatGPT, Cloud ou je ne sais qui. Donc il y a toutes ces questions-là derrière de comment je mets en place les outils internes, comment je m'assure si ça me fait gagner du temps de pas introduire des failles de sécurité. Donc ça, c'est les vraies questions. Donc je dis pas qu'on peut pas gagner en coût sur des projets gros de cette typologie-là. Mais en tout cas, quand on est sur du POC et du MVP, on se pose pas encore la question de la cybersécurité. On se la posera On après. fiche un peu. Mais pour itérer avec un prospect, pour pouvoir regarder s'il y a un usage qui peut être pertinent pour ses agents, pour les personnes dans l'entreprise, c'est pas la première chose qu'on regarde. Il faudra se la Ouais, poser, bien évidemment, quand on commencera à rentrer dans un mode de production. L'architecture qu'on met en place, autant que possible, elle doit déjà être pensée pour pouvoir s'intégrer dans le SI de l'entreprise. Donc, faut quand même avoir ça en tête. Mais en tout cas, la priorité quand on fait un POC, c'est pas déjà d'avoir le système qui va se mettre dans la production, parce que sinon on augmente le coût du POC pour rien, puisque le but d'un POC c'est de dire go ou no go.
Ouais, ouais, ouais. Et donc déjà, on veut s'assurer que il y ait un besoin et que ça réponde à un gain de temps, de qualité ou un besoin économique au niveau de l'entreprise. Et donc ces outils d'IA générative ont quand même un très gros avantage là-dessus pour tester des nouvelles choses innovantes qui avant n'étaient pas forcément accessibles, pas tant par le fait de la technologie, mais par le fait que pour une PME, ça pouvait coûter trop cher. Oui, 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 ces outils. Et maintenant, on en arrive sur des modèles qui arrivent à tourner avec beaucoup moins de ressources, quoi. Ça me fait penser, quand on préparait le podcast, on parlait de ressources et la mode là des starter pack, je vais y arriver, et qu'on joue. Effectivement, bon, c'est un peu rigolo et puis c'est tellement rigolo que on en est inondé. Jusqu'à ce que ce soit plus rigolo. Et ce qu'on disait, c'est que ça, justement, ça consomme quand même de la CPU, puis derrière, de l'électricité, de l'eau, etc. Et voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot sur les ressources que ça consomme, hein? Oui, alors ça consomme des ressources. Alors après, il faut remettre le numérique aujourd'hui, ça doit être entre 2 et 4% du système global, en tout cas des Mhm, émissions. Donc on est que sur quelque chose de conséquent, mais qui est pas non plus, on n'est pas non plus sur le premier poste. mhm, Il faut remettre aussi tout un tas de choses. Une génération d'images est beaucoup moins consommatrice qu'un voyage en avion à Bali. Et si vous ne prenez jamais l'avion, vous pouvez faire autant d'images de starter pack que vous voulez. Voilà. Ou que vous mangez pas de viande, voilà. Donc il y a quand même des ratios à faire. Par contre, ce qui est certain, effectivement, c'est que la digitalisation, tout ce qui est côté IA, va accroître les besoins en électricité aujourd'hui. mhm, mhm, Donc c'est quand même des questions qu'il faut se poser. Qu'on a des modèles d'IA qui vont avoir des consommations énergétiques très différentes. Entre un très très gros modèle et un tout petit modèle que je peux faire tourner sur ma machine, je suis pas du tout sur les mêmes besoins en termes de consommation énergétique. Euh, Aussi en termes de coût, parce qu'il faut pas se cacher, hein, quand on a aujourd'hui utiliser un modèle par API, donc le système, c'est on paye pour le million de tokens d'entrée, donc le prompt qu'on va écrire, et pour le million de tokens de sortie, donc ce que le modèle va nous sortir en termes de réponse. Et donc un token, c'est à peu près une moitié de mot pour vulgariser. ouais, ça dépend si on est en français, en anglais. Voilà, c'est si on est en langue chinoise qui permet Ouais, hein, de concaténer, voilà. Donc il y a plein de nuances, mais bon, si on vulgarise, voilà, à peu ouais, près hein, un mot égale 2 tokens, et où on va avoir des prix qui peuvent aller de quelques dizaines de centimes à plusieurs centaines d'euros le million de tokens. hein. On Mhm. a des ratios qui sont à plusieurs milliers de fois, voilà, entre 30 centimes et 600 euros, il y a quand même un rapport assez important. Euh, et une grosse partie de cette différence de prix, c'est de la consommation énergétique et du besoin hardware. Oui, oui, oui. Bah, le En tout GPU, cas, ça coûte cher. je ne dis pas que c'est totalement proportionnel, mais c'est fortement corrélé. Voilà, un système que je peux faire tourner sur un petit GPU ou un système où j'ai besoin de dizaines de milliers de GPU pour qu'il tourne, forcément j'ai une consommation énergétique qui est plus grande Mhm, et donc un coût qui est plus important. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup de mal dans le gros public de voir la différence entre deux requêtes. Parce que quand je choisis mon modèle dans mon interface ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, et pas d'informations sur la puissance de calcul qui est mobilisée derrière. Est-ce que ça mobilise un GPU? Est-ce que ça en mobilise 1500? Et donc c'est quelque chose où aujourd'hui, bah, on appuie sur le bouton entrée et à la fin on a un résultat qui est plus ou moins long à être généré. Donc ça donne déjà aussi une estimation un petit peu de l'utilisation en termes de ressources qui est utilisée par ces modèles. Mais c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup de mal à mettre un chiffre et à visualiser ce que ça implique. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi tout un tas de choses sur tout ce qui va être l'utilisation de modèles open weight, open source, des plus petits modèles qu'on peut faire tourner en local, qui permet d'avoir des consommations énergétiques en général plus convenables, donc un modèle économique plus viable aussi. Ça permet que les données ne soient pas envoyées sur des serveurs américains, chinois ou même français. Ça permet de garder aussi ces données localement. Et donc il y a toute cette logique-là derrière de comment est-ce qu'on peut utiliser des modèles qui nécessairement sont moins puissants, puisque avec un crayon en papier, je ne vais pas faire la même chose qu'avec un lance-roquette.
Mais si j'ai besoin d'écrire un texte, bon bah un crayon papier c'est largement suffisant. Je peux essayer d'écrire. Alors le lance-roquette n'est pas forcément la bonne image, mais Ça va plutôt détruire l'usine à papier, là. exactement. Mais voilà, en tout cas j'ai pas besoin si je veux enfoncer un clou dans un mur, un tournevis ou un marteau va Ouais, très bien ouais, fonctionner et j'ai pas besoin d'avoir l'outil 100% automatique qui va me permettre de faire plein de choses. ouais, ouais, je comprends. Et donc il y a une vraie logique derrière aussi de se poser la question de quelle IA pour quel usage. Et c'est l'optimisation des ressources, en fait. Oui, bah, c'est ce qu'on se pose dans une usine. Aujourd'hui, on a une usine n'a pas un robot générique qui fait tout. Ah, en gros, il y a une grosse question, ça va être la question des volumes. Si je fais une tâche une fois de temps en temps, aujourd'hui, une usine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise un robot qu'on sait bien faire fonctionner, qui est très générique, qui s'appelle un être humain. Alors, c'est pas vraiment un robot, mais voilà, c'est lui qui va faire une tâche un peu générique, qu'on Des en fois, il a part en besoin. maintenance. Voilà, des fois il part en maintenance, il a besoin d'aller manger tout ça, donc ça nous embête un peu, mais en tout cas voilà, aujourd'hui on sait pas faire des robots de ce type-là, ou alors ce seraient des robots qui coûteraient très 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 cher, et quand on en a besoin une fois de temps en temps, il n'y a pas d'intérêt. Ouais, ouais, Par contre, dès que je vais commencer à avoir du volume, bah, on va aller sur des chaînes de production très spécifiques. Un bout de la chaîne de production va faire une tâche précise et va être optimisé pour ça, et on va optimiser jusqu'au moindre centime, hein, cette tâche-là. Et c'est une logique qu'on retrouvera et qu'on a depuis longtemps dans les systèmes informatiques classiques, hein. Je veux dire, on n'utilise pas une base de données gigantesque si j'ai besoin de stocker 3 données. Et à l'inverse, un fichier Excel commence à être compliqué quand je commence à devoir stocker des terras de données dans une base de données. Donc c'est quel est le bon outil que j'utilise au bon ouais. endroit, et il y a cette question-là qui va falloir qu'on arrive à vulgariser et un peu à éduquer les gens sur une boîte à outils avec plein de modèles d'IA qui peuvent faire plein de choses différentes, qui vont coûter plus ou moins cher, qui vont être plus ou moins performants, et quel est le meilleur outil aujourd'hui pour faire votre tâche. Ça me fait penser à deux choses et puis on pourra aller vers la conclusion. La première chose, c'est ce que j'entendais, c'est que effectivement, la tendance, c'est pas de partir vers des IA générales qui sont capables de faire papa-maman, mais plutôt des IA qui vont être spécialisés. Il y en a un qui va être spécialisé dans la détection de tumeurs de cancer par du traitement d'image. Il y en a un qui va manipuler des robots. Il va y avoir des IA vraiment spécialisés. Est-ce que tu es raccord avec ce type de vision Oui, alors pour une raison très simple, c'est-à-dire que derrière, je peux avoir un modèle générique, mais dans tous les cas, je vais le fine-tuner ou à minima l'évaluer, le packager par rapport à un besoin. Aujourd'hui, quand j'écris un mail, bon, si ChatGPT fait une erreur ou une tournure de phrase qui est pas parfaite, bon, ça n'a pas un impact extrêmement important. Et puis en plus, à la fin, c'est moi qui appuie sur le bouton pour envoyer mon mail, donc si le mail ne me convenait pas, c'est à moi de le modifier. Si maintenant je commence à inclure mes IA, mes robots dans des process industriels, dans du médical ou autre, je veux évaluer à un moment donné quel est leur niveau de performance par rapport à une tâche. Et donc déjà rien que cette évaluation du niveau de performance, que le modèle ait été réentraîné ou pas, c'est déjà une spécialisation. C'est-à-dire Ouais, qu'il a ouais. fallu que je spécialise, pas forcément mon modèle, mais en tout cas à minima mon interface, à minima que je passe peut-être un certain nombre de normes, de certifications qui valident que mon IA aujourd'hui elle est capable de faire ça avec un tel taux de précision. Et aujourd'hui on ne sait pas faire ça sur des tâches complexes avec des modèles génériques, donc on est obligé de les spécialiser. Et si à terme on arrivait avec des modèles génériques à avoir ce niveau de spécialisation-là, ça n'empêcherait pas que dans tous les cas, il y a un business derrière pour s'assurer que ce modèle répond à un certain nombre de critères, un certain nombre de normes. Et j'ai envie de dire, si on a un modèle générique qui fait très bien une tâche, j'aurai toujours un modèle spécifique qui sera capable d'aller faire cette tâche-là pour moins cher. Ouais, 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 ouais. Parce que je vais pouvoir réduire mes ressources, parce que je vais pouvoir mettre moins de neurones, parce que si c'est encore une fois une tâche que je dois faire à la chaîne, un outil spécifique sera toujours plus performant qu'un outil générique. Parce que un outil générique, par essence, il est conçu pour pouvoir faire plus de choses. Et Hum, donc si hum. mon modèle, je l'utilise que pour une chose, je vais toujours pouvoir le spécialiser, ne serait-ce qu'en termes de consommation énergétique, en utilisant que les bons points. Et donc effectivement, on va aller beaucoup vers de la spécialisation, c'est déjà ce qu'on fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il va pas y avoir des IA génériques, générales, mais qui vont soit servir sur des tâches sur lesquelles on a des plus petits volumes,
Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça serait pas intéressant d'avoir un robot spécialisé. Voilà, si j'ai un robot qui doit lire des documents PDF et qui doit être capable de lire tout type de documents PDF, bon bah il me faut un document générique qui soit capable de lire des documents PDF. Si maintenant j'ai toujours le même document PDF, j'ai toujours le même format, je vais pouvoir faire un programme Python qui va pouvoir aller extraire directement les bonnes informations aux bons endroits et qui aura des cadences à l'heure qui seront bien plus importantes qu'une IA générale qui le fera. Et donc un critère économique qui sera beaucoup plus pertinent pour le programme Python. Donc il y a toujours cette Ouais, ouais. question-là de est-ce qu'on veut quelque chose de spécialisé ou de générique. Mais par contre, ces modèles génériques, eux, peuvent être utilisés comme des modèles de fondement, de base, fondamentaux, pour entraîner des modèles plus spécialisés. Ok, ok. Et pour terminer, bah, comme tu as été dans la recherche, forcément tu as un petit cran d'avance sur ce qu'on voit aujourd'hui dans l'industrie qui est opérationnelle. Ce qui fait beaucoup parler aujourd'hui, c'est les agents. Mais pour toi, comment tu vois, on va pas dire dans 10 ans, hein, mais dans un avenir proche, comment ça va évoluer? Parce que aujourd'hui, ça part un petit peu dans tous les sens. L'intelligence artificielle, tout le monde s'y intéresse et se demande comment, dans son travail, soit de l'industrie ou pas, ça va impacter. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme tendance, orientation Il y a beaucoup de choses qui se développent et il va falloir effectivement faire un peu de tri dans tout ça pour voir ce qui apportera vraiment de la valeur ajoutée. Ce Mhm. qui apportera de la valeur ajoutée dans un domaine et peut-être dans un autre, parce qu'encore une fois, tout ce qui n'est pas pertinent dans une thématique ou un domaine peut être pertinent ailleurs. Donc ça, il y a tout un tas de tri aussi qui va être fait par rapport aux besoins et au domaine. Par contre, un des trucs dont je suis à peu près sûr, c'est que ça va pas chambouler fondamentalement tous les aspects informatiques. Aujourd'hui, là où ça amène un peu de désordre, c'est que ça permet à des gens qui à la base sont non informaticiens, non techniques, de commencer à faire un peu de technique. Mais très rapidement, quand on commence à vouloir faire, quand on veut faire du POC, encore une fois, pas de gros soucis, on a un truc qui fonctionne, on peut tester, on va itérer. Dès qu'on commence à vouloir avoir quelque chose qui va être beaucoup plus maintenable, standard, fiable, répétable dans le temps, on va devoir revenir sur les architectures informatiques plus classiques qu'on connaît depuis longtemps, et encore une fois, où on est habitué avec de la probabilité. Quand on fait du NLP, et du NLP on en faisait, donc de Natural Language Processing, on en faisait déjà il y a 10, 15, 20 ans, Ouais, ouais. on a déjà un aspect où effectivement ça nous répond pas toujours exactement la bonne réponse et on a un certain nombre de critères derrière et de choses quand on fait de la computer vision, utilisé librairies comme OpenCV ou autre, c'est un fonctionnement déterministe, mais quand on agit au niveau des pixels et que j'ai une image de 1024 par 1024 et que le moindre changement dans un pixel peut modifier le résultat final, on est dans du déterminisme chaotique. Et donc on revient finalement dans cette question de comment est-ce que je fais des systèmes fiables par rapport à ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'IA générative qui permettent de faire tout un tas de choses, optimiser la gestion de ma boîte mail, etc. Mais dès qu'on va revenir dans des usages beaucoup plus industriels, pour moi, l'IA générative aujourd'hui, ce que ça va apporter, c'est des modèles plus génériques qui vont pouvoir remplacer des bouts de code qui étaient compliqués à faire il y a quelques années. Je parle du NLP. Le NLP, il y avait tout un tas de choses où c'était compliqué à faire. On passait beaucoup de temps à customiser un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on fait un prompt spécifique sur un modèle de LLM pour lui demander de récupérer les verbes dans une phrase. Il le fera. Donc là, on n'a plus besoin de customiser, d'entraîner un gros modèle, enfin, ou de faire beaucoup de recherches pour améliorer ces outils-là. Les LLM arrivent à faire des tâches génériques. Mais on va aller vers l'utilisation de petits agents pour de petites tâches, notamment dès qu'on va vouloir être dans des systèmes industriels ou avec de l'industrialisation, puisqu'on revient sur cet aspect de si je veux gagner en efficacité en termes de coûts, de maintenance ou autre, un système spécialisé sera toujours meilleur qu'un système généraliste. Hum, hum, hum. Si maintenant c'est une tâche que je fais une fois de temps en temps, ou qui n'est pas la tâche principale de mon entreprise, ou qui n'est pas sur un circuit crucial, des outils beaucoup plus génériques que je vais appeler à la volée et sur lequel j'ai moins besoin d'avoir quelque chose qui fonctionne avec un niveau de fiabilité extrêmement élevé, parce que je vais avoir de la revue humaine derrière, par exemple. À ce moment-là, ces outils-là vont permettre de gagner du temps. C'est ce qu'on voit déjà aujourd'hui sur de la rédaction de courriel, sur de l'analyse de documents, etc. Ouais, ouais. Donc, je pense qu'on va aller vers des systèmes d'agents de plus en plus, mais très rapidement, on va quand même se rendre compte que la fin du développeur, c'est pas totalement vrai, parce qu'on entend aussi beaucoup parler de ça.
parce que derrière, il va y avoir tous ces aspects de s'assurer de la fiabilité des systèmes. Quand je fais une migration, qui prend la responsabilité? Une chose dont je suis à peu près sûr, c'est que avant très très longtemps, ce sera jamais une IA qui aura la responsabilité, ce sera toujours quelqu'un. Et donc ce quelqu'un aura envie d'avoir une équipe pour pouvoir travailler, s'assurer que tout va bien, se couvrir. Euh, et donc finalement, on va très vite revenir, en tout cas sur vraiment des usages un peu classiques d'entreprise, sur des usages d'informatique plus classiques, mais où certaines briques qui étaient compliquées d'utiliser ou qui n'existaient pas vont permettre de développer des nouveaux cas d'usage. Euh, Mais je suis pas sûr qu'on va avoir tout de suite un changement absolument fondamental dans tout ce qui est fait, puisqu'en fait une grosse partie des briques aujourd'hui étaient disponibles. Hein. Faire du web scrapping, j'en faisais il y a 8-10 ans. mm. Sauf que ça demandait plus de temps pour le faire. Ouais. Donc à la limite, ça démocratise un certain nombre d'outils, mais aujourd'hui je suis pas certain que ça chamboule fondamentalement le processus, autre que plus de gens vont pouvoir l'utiliser, et on va revenir sur, dans tous les cas, des bases d'informatique plus classiques dans l'utilisation de ces outils. Très bien. Bah écoute, bah, merci Loïc, c'était vraiment intéressant. Merci pour l'invitation. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut prendre contact avec toi? C'est sur LinkedIn. Sur LinkedIn, oui, ça marche bien, oui. Sinon, on peut C'est aller bien, sur bah, c'est un peu le point de ralliement de tout le monde, hein. Oui, oui, ben, c'est ce qui fonctionne bien. On mettra le lien de ton profil LinkedIn et puis on renverra les gens vers ce profil. Avec Bah, plaisir. merci beaucoup Loïc pour ton temps. Merci, Marc, pour l'invitation. Et puis bah, très, très bonne suite. Merci, toi aussi.